On a monté ce projet du coup l'an passé. Donc c'est un projet qui a 1 an, qui s'appelle Compare Dépression et qui vise à constituer une grande plateforme de recherche collaborative disponible pour tous les chercheurs francophones, enfin en France, qui ont un laboratoire en France, et ouverte à tous les patients francophones. Bienvenue à tous, bienvenue pour notre événement de l'APTCCB, le mois des femmes, un mois pendant lequel nous mettons en avant les femmes qui s'engagent pour la santé mentale d'une façon générale et pour la psychologie, la psychiatrie et les TCC en particulier. Donc bonjour docteur Chevance et merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bien. Et ben dites-moi, est-ce que vous pourriez vous présenter et puis présenter également le projet Compare, s'il vous plaît? Oui, alors moi je suis au départ psychiatre, donc j'ai réalisé mon internat de psychiatrie à Paris et j'avais fait un DU de TCC justement à l'université Paris-Descartes à l'époque. Donc voilà, je me sens des affinités avec cette psychothérapie. Et puis en fait, j'ai bifurqué vers la recherche après avoir fait une thèse de doctorat en épidémiologie clinique. Et donc j'ai fait une partie de mon clinica en psychiatrie, donc c'est post-internat. Et là, je finis l'autre partie de mon clinica en santé publique, du coup, avec l'idée d'avoir une vue populationnelle et pas clinique, en fait, de ce qu'est la santé mentale et les troubles psychiques en particulier, puisqu'en tant qu'épidémiologiste, je m'intéresse aux troubles constitués, en particulier les troubles de l'humeur et la dépression. Donc, dans le cadre de mon travail, je ne vois effectivement plus de patients depuis 2 ans en tant que médecin, mais j'en vois beaucoup dans le cadre de mes recherches. Et effectivement, on a monté ce projet du coup l'an passé. Donc c'est un projet qui a 1 an, qui s'appelle Compare Dépression et qui vise à constituer une grande plateforme de recherche collaborative disponible pour tous les chercheurs francophones, enfin en France, qui ont un laboratoire en France, et ouverte à tous les patients francophones. Alors par patient, on entend n'importe qui déclare un trouble psychique, quel qu'il soit. Et en particulier dans Compare Dépression, on s'intéresse aux dépressions, aux troubles de l'humeur, donc c'est vraiment de la cyclothymie, de l'épisode dépressif caractérisé, mais on prend aussi en réalité des personnes qui ont des troubles anxieux généralisés, des TOC, des syndromes de stress post-traumatique, etc. Pourquoi on s'intéresse à une population de troubles psychiques aussi large? Parce qu'en réalité, Compare Dépression est niché dans une cohorte beaucoup plus large qui s'appelle Compare et qui prend n'importe qui a une maladie chronique. Donc en réalité, on a 58 000 personnes qui ont une maladie chronique. Et parmi ces 58 000 personnes, il y en a 5 300, là en janvier 2025, qui ont déclaré avoir vécu une dépression au cours de la vie. Et nous, on s'intéresse au long cours, on va suivre ces patients-là, tout se passe en ligne, hein, pour voir qui va refaire un épisode dans sa vie, qui va développer un autre trouble psychique, qui au contraire s'en rétablit. Quels sont le type de recours aux soins des personnes? Est-ce qu'ils font de la psychothérapie justement? Est-ce qu'ils prennent des médicaments? Si oui, lesquels? Est-ce qu'ils ont recours à la neurostimulation, à d'autres thérapies, y compris de la médecine non conventionnelle et alternative? Donc voilà, on essaye d'avoir une grande photo en fait de l'état de santé de ces personnes au long cours. Donc, ce projet, en fait, il a déjà inclus 5 300 personnes. Il y a déjà 3 000 personnes qui sont là depuis 1 an, donc ont répondu déjà au deuxième volet de l'étude. Et puis, au coup par coup, en fonction des chercheurs et des intérêts de recherche, on peut conduire des études qu'on appelle transversales, donc sur des questions qu'on se pose là, comme ça, à laquelle il faut répondre. Et comme les personnes sont volontaires pour participer à des recherches, on peut arriver à recruter un très grand nombre de personnes en très peu de temps. Par exemple, en avril dernier, on a conduit une étude qui s'appelle Comment améliorer l'annonce d'un diagnostic de dépression et qui vise justement à aider en particulier les médecins généralistes à annoncer un diagnostic de dépression pour la première fois. Pourquoi? Parce que ce sont en fait des maladies qui sont quand même stigmatisées et que les personnes peuvent mal recevoir le diagnostic, en fait, ne pas être prêtes à l'entendre, etc. Donc, ce type de réflexion a été mené en France hein, pour d'autres maladies comme le cancer ou le VIH.
Et en réalité, il faut qu'on conduise absolument ce type de réflexion aussi pour les troubles psychiques, de fait de la nature même de ces troubles, et qu'on propose en fait des espèces de guides cliniques en fait pour aider le clinicien dans sa tâche d'annonce diagnostique. Voilà, donc ça vous montre un peu l'éventail des recherches qu'on peut faire. On pourra aussi faire des essais cliniques, par exemple, là, on a fait pour la lombalgie chronique, hein, donc c'est pas un trouble psychique, mais bon, c'est très comorbide de la dépression quand même. Donc, on teste une application de gestion de la douleur dans la cohorte, en fait. Donc, il y a des patients qui ont accès à ce dispositif et dont on recueille les données au fur et à mesure qu'ils l'utilisent pour voir si ça améliore effectivement leur état de santé ou pas. Donc, voilà, donc c'est une plateforme très large, très ouverte, évidemment publique, portée par l'Université Paris-Cité et la PHP et conforme à tous les accords éthiques, au règlement RGPD, etc. Tout est à disposition sur le site pour voir ça, et uniquement financé sur fonds publics, ne recevant pas de fonds de l'industrie pharmaceutique ou je ne sais quoi, et qui est ouverte à des chercheurs pareils du secteur public, donc c'est-à-dire que les données n'atterriront pas dans l'industrie en fait, elles restent dans des laboratoires de recherche publique. Ok, super. Et puis, merci du coup également pour ces précisions. Je pense que c'est vraiment très important justement de pouvoir rappeler ça et puis de défendre justement des initiatives qui sont portées justement par le domaine public, quoi. Oui. Ok, super. Et alors, j'avais une question justement par rapport à ce projet. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire finalement un suivi puis une étude un peu longitudinale. C'est bien ça? Exactement. En fait, on manque d'infrastructures de recherche qui permettent d'évaluer au long cours les troubles psychiques. Alors, les maladies en elles-mêmes, mais surtout les gens qui les vivent, notamment en termes de trajectoire sociodémographique ou tout simplement d'évolution clinique. En réalité, les énormes progrès en médecine qui ont été faits dans la deuxième partie du XXe siècle ont souvent été fondés au départ sur des larges cohortes prospectives comme ça, c'est-à-dire des personnes dont on suit l'état de santé sur des années. La cohorte la plus connue, probablement, c'est celle de Framingham, qui avait commencé à la fin des années 40 aux États-Unis. Et les gens, certains sont encore suivis maintenant, donc des deuxième, troisième générations sont suivis. Concernant les maladies cardiovasculaires, c'est ça qui a permis de comprendre que le premier facteur de risque de développer un infarctus du myocarde 20 à 30 ans après, c'était en fait l'hypertension. Voilà. Donc en réalité, l'idée, c'est de se dire que là, on a misé sur certaines variables qu'on va recueillir prospectivement comme ça au long cours et que dans 10, 20, 30 ans, on aura des résultats intéressants pour arriver à comprendre qui va faire un seul épisode, qui va en faire plusieurs, qui va se rétablir vite sous antidépresseurs, qui va se rétablir vite sous psychothérapie, etc., etc. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, ce type d'infrastructure, c'est difficile à monter. Ça demande effectivement d'y travailler quotidiennement, hein, dans mon cas, sur de longues années, etc. Donc, effectivement, si c'est supporté en général par la puissance publique, ça peut être pérennisé. En France, on a des grandes cohortes comme ça. Donc, on a la grande cohorte Constance, qui est Mhm. population générale. Donc là, on suit des gens tout venant. Et on va suivre effectivement leur état de santé sur plusieurs années aussi, mais on n'a pas de focus spécifique sur des populations déjà cliniques, en fait. On a aussi une cohorte que vous en avez peut-être entendu parler qui s'appelle Nutrinet Santé, Mhm. qui est la cohorte qui a été à l'origine du Nutri-Score, donc qui a pareil produit des résultats extrêmement concrets en fait en termes d'applicabilité dans la vie de tous les jours sur comment mieux choisir son alimentation en tant que consommateur pour avoir des effets bénéfiques sur la santé. Donc en France, pour l'instant, il n'y avait pas de cohorte de santé mentale qui s'intéresse à des populations cliniques larges, c'est-à-dire ce qui existe ce sont des cohortes hospitalières et donc, on sait bien que les patients en fait, de la psychiatrie hospitalière universitaire sont des patients très spécifiques, en général des personnes qui n'ont pas répondu à une, deux, trois lignes de traitement ou pour lesquelles il y avait une démarche diagnostique très difficile à faire en réalité. Donc, les données scientifiques qu'on a, qui sont très bonnes hein, sur ces personnes-là, en fait, sont assez peu généralisables sur des populations cliniques plus larges que voient les médecins de soins primaires, hein,
Bien voir que les médecins généralistes ce sont les médecins de première ligne qui reçoivent en réalité toutes les personnes qui ont un trouble psychique en première ligne, ou les psychologues aussi. Vous voyez énormément de patients que nous, on ne verra jamais en tant que psychiatre hospitalo-universitaire. Et donc, sur ces personnes-là, il faut aussi conduire des recherches d'un point de vue de la santé publique, bien sûr, mais aussi d'un point de vue clinique. Et donc, cette plateforme-là, en fait, elle est ouverte à tout type de chercheurs, hein, psychologues, sociologues, philosophes même, on en a, neuroscientifiques, épidémiologistes, cliniciens qui se posent des sujets de recherche, hein, qui ont des études. Il faut un financement, bien sûr, hein, c'est de la recherche, donc c'est pas gratuit. Et derrière, on peut conduire, on n'a pas de sujet a priori, juste on regarde si notre plateforme peut effectivement aider à répondre à la question ou pas. Et nous, on fournit une aide méthodologique, c'est-à-dire que moi, ma fonction hospitalière, c'est justement d'accompagner la méthodologie des études en fait qui vont être conduites dans Compare Dépression. Voilà. Ok, super. Et question alors, là parmi les personnes qui vont nous écouter, donc il y aura probablement des membres de la PTCCB, donc médecins, psychologues, mais il va peut-être y avoir également des personnes qui sont pas forcément professionnelles de santé, mais qui peut-être soit sont concernées par les troubles de l'humeur, soit qui connaissent des personnes qui sont concernées. Alors du coup, j'anticipe un peu les questions qui pourraient arriver à ce moment-là. Comment est-ce qu'on peut justement participer? Qu'on soit professionnel de santé ou qu'on soit une personne concernée. Alors c'est très simple, quand on est une personne concernée, on va sur le site compare.aphp.fr et vous pouvez cliquer ensuite sur nos cohortes, donc je suis patient, nos cohortes, et il y a Compare Dépression qui apparaît. Donc là, vous avez une grande fiche de renseignements sur Compare Dépression. Et après, vous cliquez sur Je m'inscris. Donc là, je m'inscris, en fait, le bouton est le même, quel que soit la cohorte que vous rejoignez, hypertension, diabète, etc. C'est ensuite qu'on va vous aiguiller vers Compare Dépression. Donc ne vous inquiétez pas, c'est le même bouton pour tout le monde. Et donc, je m'inscris, il suffit juste d'avoir de rentrer une adresse mail, ensuite de valider le mail, et puis paf, les questionnaires commencent. Donc, on va vous demander évidemment nom, prénom, date de naissance, etc. Donc, c'est pour ça que je dis les données, ne vous inquiétez pas, sont ultra sécurisées. C'est le même niveau de sécurité que des données hospitalières, hein. Si toutefois c'est extrêmement gênant pour vous de donner votre vrai nom et votre vrai prénom, vous pouvez mettre un pseudonyme. Par contre, il faut que votre adresse mail ce soit la bonne, sinon on ne pourra pas rester en contact avec vous. Et l'adresse postale, on s'en sert quand ensuite on veut faire des études d'exposition géographique en fait. Donc l'adresse postale, ça serait bien si vous, pareil, de mettre la vraie adresse au mieux. Notamment en psychiatrie, on voudrait faire des études d'exposition à la luminosité. Ça peut changer d'une rue à l'autre. Donc voilà, vous voyez, donc en fait, on se récolte ces données-là, c'est toujours parce qu'il y aura une utilité derrière. Et évidemment, c'est dans un cadre de recherche, donc on ne s'amuse pas à vous envoyer des courriers, etc., sans vous y donner votre avis. Ensuite, vous vous laissez guider. Il y a des questionnaires qui vont arriver assez régulièrement. Alors, bien sûr, le premier mois, il y en a plusieurs parce que pour s'inscrire dans la porte, il y a quand même pas mal de questions à remplir. Et ensuite, par exemple, pour Compare Dépression, vous avez 3 questionnaires dans le premier mois, puis ensuite un à 6 mois, un à 7 mois et un à un an. Donc, vous êtes un peu tranquille. Et dans la cohorte générale, parce qu'on essaye d'avoir un point de vue sur la santé qui ne soit pas que santé mentale, mais santé en général, on va dire que vous avez un questionnaire par mois et à chaque fois, on chronote les questionnaires pour que ça ne dépasse pas 10 minutes. Bon, vous pouvez bien sûr rester plus longtemps. Il y a toujours des questions ouvertes et nous, on est très heureux de vous lire. Donc ça, il n'y a aucun problème. Mais sachez que ce n'est pas non plus un gros fardeau que de rentrer dans cette cohorte. Je dis une deuxième chose aussi, imaginons que pour une raison X ou Y, vous n'êtes pas capable de répondre au questionnaire pendant 4 5 mois d'affilée ou même plus, c'est pas grave, vous pouvez reprendre à tout moment. Et nous, on a des techniques qu'on appelle d'imputation multiple qui permettent de combler les données manquantes. Ce qui compte, c'est que quand vous y reveniez, essayez de compléter le maximum que vous pouvez. Les questionnaires restent à disposition en général pendant plusieurs mois aussi, donc il ne faut pas forcément répondre dans l'heure. Après, on sait tous que si on laisse passer, on oublie. On fait quelques relances, mais c'est pas non plus énorme. Donc voilà, quand on est patient, en fait, il faut juste s'inscrire au départ en cliquant sur le bouton Je m'inscris. Ensuite, vous vous laissez guider. On vous fait des relances par mail pour vous informer d'un nouveau questionnaire. Quand vous êtes professionnel de santé, quelle que soit la profession de santé, pour nous aider, on a remarqué en effet que c'est grâce aux professionnels de santé qu'on arrive à recruter le plus. C'est très simple. On a prévu des affiches et des flyers à mettre dans vos salles d'attente parce qu'on estime qu'il ne faut pas que ça vous prenne du temps, que le temps clinique est trop précieux. Donc, vous pouvez nous écrire, donc c'est compare.dépression@clinicalepidemio.fr.
ou bien par le formulaire de contact sur le site de Compare directement, et ça me sera retransmis. Et vous me dites combien il vous faut d'affiches, donc c'est des affiches A3 ou de flyers, c'est des petits flyers A5. Et puis je vous envoie ça par la poste gratuitement directement à votre cabinet en fait. Voilà, et donc tous les visuels de ces affiches sont disponibles sur le site sur la page de Compare Dépression. Quand vous cliquez ensuite sur Je veux aider, je suis clinicien, vous avez tous les visuels qui pouvaient être déjà téléchargeables ou imprimables par vous sur place. Mais sachez que moi, je vous fais les envois gratuitement. Ok, super. Bah, c'est génial. Et alors, par rapport justement à l'aspect suivi longitudinal, euh, là, ça fait 1 an que ça a démarré, si j'ai bien suivi. C'est peut-être encore un petit peu tôt pour avoir des premiers retours, je dirais, sur finalement bah, les premières cohortes, ou est-ce qu'il y a quand même quelques petits, je dirais, quelques petits aspects qui commencent déjà à ressortir? Bien sûr, alors déjà, moi, évidemment, je monitore la cohorte, hein, donc toutes les semaines, je regarde les entrées dans la cohorte et je regarde un peu les profils de participants. Alors, en populationnel, un données agrégées, j'ai pas accès aux données individuelles, hein. Il n'y a qu'une seule personne dans le laboratoire qui est autorisée à avoir accès aux données individuelles. Mais j'ai ce qu'on appelle un tableau de bord. Donc, je sais que déjà, dans notre cohorte, on a 70% de femmes et 30% d'hommes. Donc, voilà, on cherche effectivement aussi à grossir l'échantillon des hommes. Mais évidemment, toutes les femmes sont les bienvenues parce que, on a besoin de profils extrêmement différents aussi chez les femmes. Je vous explique les profils qu'on recherche. En priorité, donc, plutôt les hommes. Ensuite, on cherche aussi plutôt des jeunes, moins de 30 ans, parce qu'on n'en a pas tant que ça. Et Mhm. évidemment, plus de 65 ans aussi. Donc ça, c'est nos priorités de recrutement actuellement. Évidemment, si vous êtes une femme entre 30 et 65 ans, il faut aussi vous inscrire parce qu'évidemment, personne ne se ressemble. Et c'est sûr qu'ensuite, quand on commence à diversifier les profils en fonction de la géographie, enfin, de là où on habite, de savoir si on a une ou plusieurs maladies somatiques. Par exemple, on a des gens qui ont une hypertension, un AVC, une dépression, des gens qui ont un TOC et du diabète, etc., etc. Donc là, les combinatoires commencent à être extrêmement élevés. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un très grand nombre de personnes. Là, on a 5300 personnes, mais on aimerait atteindre 10 000 pour être sûr que dans 10 ans, on termine avec quand même 1 500 personnes. On sait qu'évidemment, les gens, ils s'arrêtent, il y en a qui vont reprendre, etc. Donc, gérer cette perte de données, pour nous, c'est hyper important. Et il y a ce grand effort à faire. Quand on vous demande de rentrer, on ne vous demande pas évidemment de signer que vous resterez là pour 10 ans ni quoi que ce soit. Vous faites au maximum de ce que vous pouvez et c'est déjà super. Par exemple, les 2 études qu'on a faites cette année, on en a fait une sur le handicap associé à la dépression. C'est-à-dire qu'on a demandé aux gens, est-ce que pour vous, la dépression, c'est quelque chose d'handicapant ou pas? On a eu des résultats hyper intéressants. Et à l'époque, il y avait, entre guillemets, que 2500 personnes dans la cohorte. Et du coup, on a 2300 personnes qui ont répondu. Et du coup, c'est la plus grande étude mondiale sur le handicap associé à la dépression. Il faut bien voir que la force du nombre, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on se positionne aussi en termes de niveau de recherche en France en disant, bah voilà, nous, on est capable de produire de la recherche sur un très grand nombre de personnes avec des échantillons représentatifs des personnes déprimées en France, puisqu'on peut redresser sur les données de l'INSEE ou encore mieux sur les données de Santé publique France. Et donc tout de suite, il y a une généralisabilité des résultats qui est hyper intéressante d'un point de vue de la santé publique et de la psychiatrie et de la psychologie en fait. Donc c'est pour ça on recherche tout le monde. Il n'y a pas de données redondantes parce que de toute manière, on sait bien que tout le monde ne va pas participer à tout le temps. Ça dépendra de votre emploi du temps à ce moment-là. Et voilà. Donc d'autres études qu'on a pu conduire aussi, hein, on fait aussi parfois des études qualitatives. Donc n'hésitez pas. Il y a un bouton quand vous allez remplir le questionnaire qui vous dit est-ce que vous voulez vous engager un peu plus et répondre à d'autres types de recherches que des enquêtes en ligne, purement en ligne? Donc les patients qu'on dit oui, et c'est la majorité des gens dans Compare, on peut par exemple derrière, si on a des opportunités comme la recherche qualitative, voilà, faire un zoom comme ça, où on fait un entretien, un chercheur fait un entretien avec la personne pendant 1 heure sur une question donnée. J'ai aussi, moi, pas mal de journalistes ou de documentaristes ou de cinéastes qui nous ont demandé, voilà, on aimerait échanger avec des personnes qui ont une dépression. Et donc, ceux qui nous ont coché, voilà, je veux m'engager plus, ou on a aussi des patients super ambassadeurs qui sont ensemble sur un réseau social et qui sont hyper actifs. Et ben pareil, on peut leur proposer ce type d'opportunité-là. Donc, c'est un moyen aussi de rejoindre en réalité une communauté
autour des troubles psychiques. Il n'y en a pas tant que ça en France, en fait. Et donc, bah, voilà, d'échanger avec des gens qui ont ces problématiques-là ou bah, de participer à des initiatives pour rendre visibles ces maladies, déstigmatiser, etc., etc. Par Mm. exemple, sur le site aussi de Compare Dépression, bah, tous les mois, on poste une actualité scientifique. Donc, c'est-à-dire qu'on traduit un article, enfin, on résume, on traduit un article de très grand journal médical pour vous montrer ce qui existe comme avancée sur la dépression. On a une rubrique d'actualité littéraire qui est tenue par deux patientes hein, de la cohorte donc, qui font des fiches de lecture sur des livres qui parlent de la dépression. Ça peut donner aussi envie de lire, enfin d'avoir un autre regard sur la maladie. On a aussi des fiches info-pratiques là, qui ont été faites par quelqu'un qui tient un podcast qui s'appelle Les mots bleus, qui est assez connu. Et qui nous a fait des fiches pratiques sur vivre avec la dépression là, pendant ces 4 derniers mois. Donc on fait aussi des collabs comme ça avec des gens un peu connus du champ où on fait circuler les informations. Donc c'est aussi un point d'information fiable en termes médicaux et ressources pour vous. Et ça, c'est accessible que vous soyez inscrit ou non, bien sûr, hein. Moi, enfin, je suis d'abord médecin, donc je ne vais pas faire des droits d'entrée pour l'information. Donc ça, c'est accessible à tous. Vous pouvez aller regarder par vous-même. Et si vous avez envie de contribuer à tout ça, inscrivez-vous dans la plateforme. Ouais. Et ça, c'est d'autant plus essentiel que justement, on parle de plus en plus de la désinformation, notamment de la désinformation en santé, mais également bah, des fausses informations qui peuvent malheureusement être beaucoup plus accessibles au grand public que la recherche scientifique, notamment au travers bah, des publications sur les réseaux sociaux et tout ça. Et là, c'est d'autant plus important justement de se dire que bah, on a une source qui est fiable et qui fait l'effort justement bah, de pouvoir, alors vulgariser entre guillemets du contenu scientifique qui sinon peut être difficilement accessible pour des personnes bah, qui ne sont pas dans le champ, quoi. Oui, c'est ça, on essaie de rendre accessible. Et puis voilà, on a fait notre premier webinaire aussi le 9 décembre dernier. Donc pareil, il est sur la chaîne YouTube Compare, hein. Donc, j'avais invité Dr Maud Rothermel, qui est psychiatre, qui tient un centre de réhabilitation pour la dépression sévère à Rouen, et une médiatrice père aidante, Alix Chopin, qui avait un trouble bipolaire, une dépression bipolaire, qui, voilà, et on a discuté toutes les trois de rétablissement, et à partir d'une trame de questions qui avait été remontée par les gens de la cohorte, en fait, en juin, je leur avais demandé, on va faire des webinaires, quelles sont vos questions? Et pareil, sur les 2000 personnes, il y avait 900 qui avaient répondu plein de questions, donc on les a un peu triés, etc. Du coup, on va organiser. Alors, on n'est pas capable de faire des webinaires tous les mois, on n'est pas une agence de com non plus, mais voilà, un ou deux par an, c'est toujours utile et ça fait vivre la communauté aussi. Ok, ouais. Et puis surtout, de pouvoir mettre en avant également le travail fait par les pères aidants. Donc ça, Exactement. c'est Ah chouette. bah oui. Ça, c'est vrai, c'est pas un point que j'ai pas abordé, c'est-à-dire que dans toute la communauté qu'on part, en fait, se structure ou avec des patients co-chercheurs. Donc, dans mon comité scientifique de Compare Dépression, bah, il y a Alix Chopin, justement, qui est médiatrice par aidante. Et puis, chaque projet de recherche, c'est obligatoire qu'il y ait un à deux patients co-chercheurs pour s'assurer que la thématique de recherche elle est d'intérêt pour les patients, pour s'assurer que les questionnaires ils sont bien conçus, bien pensés, bien ergonomiques pour tout le monde. Et ces patients-là aident aussi derrière, alors ils n'analysent pas les résultats, mais ils aident à l'interprétation des résultats et à la fabrication des résumés accessibles à tous, etc., etc. Donc oui, bien sûr, on travaille main dans la main avec les patients. C'est pour ça qu'on a une plateforme participative. euh, et contrairement à d'autres dispositifs de recherche où c'est un peu top-down avec voilà, les chercheurs et les médecins qui appliquent Donc c'est un nouveau style de travail en fait qu'on essaye aussi d'infuser, quoi. Ok. Alors là, justement, donc, notre vidéo sort au mois de mars et le 30 mars, nous avons la journée mondiale des troubles bipolaires. Alors, Exactement. justement, ça reste, bah, on en parle, j'ai l'impression quand même depuis une bonne dizaine d'années, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on reste quand même avec bah, des diagnostics très tardifs, ce qui fait quand même une perte de chance. Alors, est-ce que, encore une fois, hein, je veux dire, là, il y a peut-être pas une assez grande longévité du projet pour vraiment dire, mais est-ce que ça, justement, c'est quelque chose qui remonte aussi bah, par rapport à l'étude ou est-ce qu'il y a bah, des évolutions qui sont constatées là déjà depuis un an? Enfin,
Voilà, où est-ce qu'on Alors ça, je irait peux pas. finalement? Là, un an, c'est trop court. Par contre, enfin, en tout cas, j'ai pas analysé ces données. Vous savez, moi, j'ai pas accès aux données, j'ai pas le droit de les analyser. En fait, pour pouvoir analyser mes données, il me propose, il faut que moi-même que je dépose un projet de recherche auprès de la plateforme. C'est-à-dire que voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut que je rédige un protocole, que j'ai un financement particulier pour ça. C'est vraiment, je peux pas faire des coups de sonde. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je me suis posé cette question et que du coup, dans les données qui sont recueillies, en réalité, on demande chaque année aux gens est-ce que vous avez un diagnostic bipolaire qui a été annoncé cette année ou pas. Et parmi les questions qu'on a, on a aussi des questions qui servent potentiellement à déceler bah, voilà, des épisodes d'hypomanie, etc., qui n'auraient pas été vus médicalement ou psychologiquement, mais qui pourraient en fait être des signaux. Donc oui, bien sûr, ça, je pense que enfin, c'est un sujet majeur en fait, déjà d'estimer en fait combien de diagnostics vont être redressés et combien de dépressions se font en fait dans le cadre d'un trouble bipolaire. Donc oui, c'est une question de recherche à laquelle pour l'instant je ne peux pas répondre, c'est trop précoce, mais qu'on s'est posé et la plateforme est prévue pour ça. Donc c'est vrai que ça s'appelle Compare Dépression, mais c'est tous les troubles de l'humeur. Il a fallu choisir un mot pour que ça parle, quoi, parce que trouble de l'humeur, je trouve que c'est un peu trop, voilà, c'est du jargon de soignant, quoi. Donc voilà, donc si c'est une dépression, un trouble bipolaire, même si vous n'êtes même pas sûr que c'est une dépression, mais que vous pensez avoir une dépression, en réalité, vous pouvez venir. C'est vrai que par exemple, dans la plateforme, là, on est sur les 5300 personnes, bah, il y en a 300 en fait qui disent bah moi je pense que j'ai une dépression mais j'ai jamais vraiment reçu de diagnostic, c'est pas clair pour moi. Certains d'entre eux prennent des antidépresseurs ou ont fait une psychothérapie mais finalement n'ont jamais vous voyez reçu un diagnostic. Donc ça je pense que c'est aussi des pratiques de soins qui existent et qu'il faut qu'on prenne en compte ces gens-là sinon ils sont jamais inclus dans les recherches en fait. Et du coup on n'a pas de visibilité sur ce qu'ils deviennent, ce qu'ils font concrètement, etc. On va aussi avoir une étude sur la luminothérapie cette année. Je pense que c'est un dispositif très intéressant et voilà, on va voir un peu ce que les gens en pensent, qu'est-ce qu'ils en font. Voilà, donc on a plein d'idées et les chercheurs en France ont plein d'idées. Après, c'est sûr que la recherche, c'est un niveau d'exigence important. Donc pour développer un projet de recherche, mais ça ne se fait pas en un mois, quoi. C'est en moyenne 6 mois de développement de protocole. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas envie de partager les données avec des choses qui ne seraient pas suffisamment solides, rigoureuses ou sérieuses. Alors, jamais au sens de les gens mettraient les données n'importe où, mais plutôt au sens de est-ce que concrètement les données qu'on a, elles vont pouvoir répondre à la question de recherche. Et ça, c'est des choses, ça met du temps avant de vraiment pouvoir savoir ça. Donc voilà. Donc c'est un temps qui est un peu long. Et puis entre le moment, vous voyez, où on ferme une étude, par exemple l'étude sur le diagnostic, on l'a ouverte en avril, on l'a fermée fin septembre. Et là, on est toujours dans l'analyse des résultats parce que c'est quelque chose de colossal. Ensuite, écrire un article scientifique, c'est aussi un process extrêmement long. Le soumettre à une revue, faire la révision, etc., c'est très long. Donc, en moyenne, un projet de recherche vraiment sérieux, ça prend 3 ans entre le moment où on a l'idée et le moment où c'est publié. Donc ça, il ne faut pas être hyper pressé d'avoir des feedbacks. Donc nous, on fait des petits feedbacks comme ça sur vous êtes tant dans la cohorte, voilà, vous êtes tant à avoir répondu à l'étude, voilà les premiers résultats. Mais c'est pas un résultat scientifiquement construit quand on vous fait des petits feedbacks, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout un dispositif de preuve et il n'y a pas non plus la relecture par les pairs qui vérifie qu'on n'a pas on n'a pas dit des bêtises, quoi. Ouais. Et ça aussi, je trouve que c'est important de pouvoir le préciser parce qu'à mon avis, on est très nombreux justement à pas forcément se représenter ce que c'est un temps, je dirais, réel finalement au niveau de la recherche, quoi. Exactement, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut, voilà, il faut tolérer, on peut être parfois un peu pressé. Voilà, mais sachez que toutes vos données servent en fait et vont servir, y compris dans le futur. Que nous on lit les questions ouvertes, quand vous posez des questions ouvertes, c'est qu'on les lit derrière pour la recherche et que effectivement quand on ne vous fait pas de retour tout de suite, on n'a pas le droit de vous faire forcément, vous savez, il y a des gens, il y a parfois des patients qui disent bah j'aimerais bien avoir les résultats à mon test, mais c'est pas un test. Donc, on ne peut pas vous donner des résultats. Et en fait, éthiquement, on n'aurait pas le droit. Donc, oui, parfois, on fait passer des échelles de dépression, mais on n'a pas le droit de vous donner le résultat parce que ça voudrait dire derrière qu'il faut personnaliser, en fait. Parce que derrière, on ne peut pas vous accompagner médicalement ou de façon soignante, en fait. Donc, ça serait vous laisser comme ça avec des diagnostics ou je ne sais quoi sans possible. Donc ça, c'est pas possible pour nous de le faire. Nous, effectivement, ça fait un peu, on vous nous remplissez avec les données et derrière, on produit des résultats de recherche, mais on ne peut pas vous accompagner pour les soins.
Si jamais il y a des questions, vous pouvez les envoyer évidemment sur la plateforme. Mais sachez qu'on ne donne pas de rendez-vous médicaux, on n'a pas tous les annuaires. C'est pour ça que moi j'ai fait des partenariats avec On part dépression, avec le 3114, qui est la ligne nationale voilà, en cas de crise suicidaire, avec le Dites Je suis là, qui est une sorte d'annuaire qui cartographie toutes les ressources en France. Évidemment, il y a l'annuaire de la FTCC qui est hyper pratique. Enfin, moi, je m'en sers très souvent aussi. Donc, il y a d'autres dispositifs qui sont des dispositifs d'orientation et qui sont des ressources soignantes. Et nous, on n'est pas une plateforme soignante. Ça, c'est très important aussi à préciser, je pense. Ouais. Et puis après, en soi, un questionnaire, voilà, ça donne effectivement une photographie de l'instant T où on le remplit, mais oui, c'est pas suffisant pour pouvoir effectivement, après, il faut pouvoir traiter toutes les autres données qui sont cliniques. Et Exactement. voilà, il n'y a que la personne qui suit, je dirais, de près la personne concernée qui pourrait éventuellement faire un retour, quoi. Exactement. En fait, voilà, nous, quand on utilise des questionnaires aussi en pratique clinique, en fait, c'est parmi un entretien clinique, parmi plein d'autres données. Nous, on recherche, c'est pareil, quand on vous a mis tel questionnaire, c'est parce qu'on l'a pensé par rapport à tel autre, mais à un niveau populationnel, pas à un niveau individuel. Donc, on ne peut pas en faire vraiment quelque chose cliniquement pour vous. Mhm. Ok. Bon, bah, alors, je trouve que c'est super parce que là, il y a eu aussi plein de nouvelles données justement là qui sont arrivées, notamment au niveau des partenaires. Donc ça, je trouve que ça va être bien aussi pour les gens qui seraient intéressés d'aller regarder également s'ils connaissent pas encore justement bah, toutes ces différentes plateformes-là. Ok, ben alors super par rapport à tout ça. Et alors justement, puisqu'on abordait rapidement la question bah, du problème des mauvaises informations, voire de la désinformation au niveau de la santé, bah, justement, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur cet aspect-là avec la question justement bah, de comment remettre des informations validées scientifiquement dans les mains du public? Oui, c'est vrai qu'il y a un très très grand enjeu actuellement de fait de l'immensité des sources et qu'en fait il y a une espace aussi de nivellement des sources où tout est mis un peu sur le même plan. En fait, même cette idée de source, elle n'est pas assez appropriée par le grand public. Donc, pour la santé mentale, on s'est aperçu effectivement qu'il y a beaucoup, que les réseaux sociaux peuvent à la fois être donner le meilleur mais aussi le pire. Donc, on a conçu un livre qui s'appelle En finir avec les idées fausses sur la psychiatrie et la santé mentale. Donc le titre, hein, c'est pas moi qui l'ai choisi, parce qu'en fait, ça fait partie d'une collection En finir avec les idées fausses aux éditions de l'Atelier. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est un ouvrage collectif, premièrement, parce que je pense qu'on n'a pas, qu'un praticien n'a pas la vérité sur toute la santé mentale et la psychiatrie. Donc on est bah, des psychiatres, mais de différentes spécialités, des psychologues, sociologues aussi, historiens. Et puis, du coup, on a identifié 70 idées reçues qui sont toutes débunkées en deux pages. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez conseiller à vos patients ou aux proches des patients aussi, ou même soi-même en tant que praticien, hein. C'est très intéressant parce qu'en fait, on ne connaît pas forcément tout à 360 degrés. Donc ça nous donne aussi un espèce de petit argumentaire à chaque fois. Donc par exemple, vous dire, quand vous entendez la santé mentale est une invention récente, bah ça c'est une idée reçue. Vous avez deux pages d'explication sur pourquoi c'est faux. Quand les gens disent les troubles occidentaux sont des maladies occidentales, pareil, vous avez deux pages qui expliquent, qui donnent en fait un pas de côté pour repenser un peu cette question. Et à chaque fois, le débunkage, il est fait avec, on dit d'abord vrai ou faux, on explique, on se positionne en fait, et ensuite on dit pourquoi c'est un problème de colporter aussi de telles idées. Vous voyez, parce que qu'est-ce que ça va accentuer comme stigmatisation ou comme empêcher l'accès aux soins, enfin ce genre de choses. Il y a quelque chose comme les psys peuvent lire dans nos esprits. Il y a tout un chapitre hein, avec cinq ou six idées reçues autour de craintes et mythes autour des psychothérapies. Donc, par exemple, les thérapies comportementalistes sont simplistes. Oui, il n'y a pas besoin de psychothérapie, il suffit d'avoir de bons amis. Enfin, c'est plein de choses qu'on entend comme ça un peu tout le temps. Et donc, pour la méditation, c'est pour les illuminer. Enfin, en tout cas, moi, je me suis appuyée beaucoup sur des choses que j'entends en fait quotidiennement, que je vois dans les médias, que je vois sur les réseaux sociaux. Et du coup, je prends en fait Il faut prendre au sérieux en fait quand les gens disent ça. C'est pas juste des blagues, ça transporte en fait des idées qui, au fond, sont nocives, hein. C'est comme les blagues misogynes ou les blagues racistes, quoi. Au bout d'un moment, ça abîme les gens. Donc là, l'idée, c'était de prendre ces trucs-là et de proposer à chaque fois un milliard argumentaire. Donc c'est un livre qui est sorti en 2022 et qui a beaucoup plu et qui est très utilisé
par les associations, les praticiens, etc. Ok, et puis j'ai retenu 2 pages à chaque fois, ce qui permet finalement d'aller à l'essentiel et ce qui peut aussi faciliter justement le fait de passer le message de façon efficace, quoi. Exactement, c'est vraiment, vous pouvez, ça se lit même pas dans l'ordre en fait. Vous choisissez ce qui vous intéresse comme idée, vous lisez les 2 pages et puis vous pouvez en retenir un peu la substantifique moelle pour quand la première fois vous entendez un truc qui ressemble à ça, vous dites bah non, ça c'est pas vrai, il y a ça, ça et ça, quoi. Parfait. Et donc, si on veut se procurer le livre, donc on va sur le site de l'éditeur ou est-ce qu'on peut passer par d'autres Oh, plateformes? il est partout, hein, sur toutes les plateformes. C'est En finir avec les idées fausses sur la psychiatrie et la santé mentale aux éditions de l'Atelier. Et normalement, il va être retiré cette année parce que là, il en reste, je sais que dans les stocks, il en reste plus que 300 exemplaires. Après, on a voulu aussi un prix assez bas, hein, s'il est à 12,50 € exprès pour que ça puisse être quand même accessible. Mais je sais qu'il est aussi dans pas mal de bibliothèques universitaires, etc. Enfin, ouais. Ok, Il est bon, aussi bah, sur beau la succès plateforme. alors. Bah, alors, merci beaucoup pour toutes ces informations et merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Docteur Chevance, du coup, je vais vous laisser le mot de la fin pour notre interview. Ben, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup aux psychologues pour votre travail. Et sachez que, on a besoin de vous à Compare. N'hésitez pas à nous aider en commandant du matériel gratuitement pour mettre dans vos salles d'attente. C'est hyper précieux d'avoir aussi vos patients à vous qui ne voient pas les médecins parce qu'il y a très peu de recherches finalement qui sont faites sur ces personnes-là. Ok, super. Et puis, bah, nous mettrons dans la description de la vidéo toutes les ressources et puis également tous les liens que vous nous avez transmis. Donc, merci beaucoup aussi pour votre générosité là-dessus. Bien, et bah, merci à tous et puis bah, excellente journée et merci d'avoir suivi notre vidéo.